à tous. Je suis désolée pour ceux à qui mes vidéos plaisaient, mais leur format va devoir changer légèrement. Bah oui, je me suis rendu compte que les dernières que j'ai postées sur Facebook, en fait, il y a des personnes qui n'appréciaient pas mon travail, qui ne partageaient pas mes opinions et qui ont essayé de me blesser en m'insultant de... Au début, je dois bien admettre que j'étais triste. Triste que ces individus dont les connaissances étaient limitées et qui du coup se sentaient agressés par ce que j'avais à dire puissent décrédibiliser l'intégralité de mon discours rien qu'en balançant un mot, le mot bisounours. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais Charlotte, est-ce que tu te rappelles réellement de l'histoire qu'il y avait derrière les bisounours? Alors du coup, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été voir sur Internet. Et je suis tombée sur ce site particulièrement intéressant qui m'a rappelé qu'en fait, les bisounours, c'était des petits oursons qui vivaient dans le ciel et qui avaient pour but d'aider les enfants à être de gentilles personnes. Alors je me suis dit, bah oui Charlotte, bah voilà, t'es un bisounours, c'est exactement ce que t'es et c'est exactement ce que tu as envie d'être. J'ai envie d'être une personne qui permette aux humains de traiter leurs animaux avec un peu plus de bienveillance. Donc, étant donné qu'être bienveillant, c'est pas un défaut, j'ai décidé nouvellement d'assumer ce statut de bisounours. Et du coup, tadam! Et comme disait assez justement Guy Carlier il y a quelques années... Je ne sais pas si vous avez remarqué, la nouvelle expression à la mode, c'est « on n'est pas dans le monde des bisounours ». Les politiques, les dirigeants d'entreprise, les sportifs de haut niveau, tout le monde nous assène cette phrase qui signifie « mon pauvre gars, regarde le monde en face ». Tu vas en baver et généralement, c'est celui qui compte nous en faire baver qui nous dit on ne vit pas dans le monde des bisounours. Bref, aujourd'hui ensemble, on va traiter de ce pseudo-conseil comportemental. Moi je vous le dis, pour qu'un chien soit propre, il faut retirer sa gamelle d'eau la nuit. Eh ben dis donc, voilà une bonne idée bas du front. Surtout si on oublie que l'eau est l'élément majeur constitutif des êtres vivants. On estime qu'un humain est composé à 60% d'eau. Chez le chien, ça peut monter jusqu'à 80% d'eau. On est donc bien face à quelque chose qui est capital pour le bon fonctionnement du corps. L'eau permet notamment aux individus de réguler leur température. Elle aide à produire des hormones et les neurotransmetteurs, donc elle est essentielle au système cérébral. Elle aide à l'échange des gaz respiratoires en gardant les alvéoles des poumons humides. Elle lubrifie les articulations. Elle maintient toutes nos muqueuses humides, les yeux, la bouche, le nez, etc. Elle agit comme un amortisseur au niveau du cerveau pour le protéger contre les chocs. Elle permet d'avoir du tonus musculaire. Elle est essentielle à la digestion et à l'absorption des nutriments. C'est également elle qui va les transporter partout dans l'organisme. Et enfin, elle permet d'évacuer toutes les toxines du corps par l'urine et par les selles. Bref, l'eau est absolument essentielle à la vie. Ça va, hein, c'est pas en lui retirant sa gamelle d'eau pendant 8 heures qu'il va en mourir. Hein. Moi je bois pas la nuit. Oui, enfin, il existe une différence physiologique majeure entre les humains et les chiens. C'est notre capacité à transpirer. Ça nous permet de nous thermoréguler avec l'ensemble de notre corps. Tandis que le chien, lui, n'est capable de faire des échanges de chaleur qu'avec des zones très limitées, un peu au niveau des coussinets, et sinon tout le reste se passe au niveau de la langue. C'est pour ça qu'un chien allaite. Sauf que ces échanges de chaleur ne sont possibles que lorsque la langue est humide, puisqu'ils sont basés sur le principe d'évaporation. En fait, l'évaporation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'elle va consommer de la chaleur pour pouvoir se réaliser. À l'inverse de la combustion, par exemple, qui, elle, va dégager de la chaleur. Donc en fait, l'humidité à la surface de la langue va s'évaporer grâce à l'air ambiant et surtout grâce au souffle du chien, ce qui va créer un refroidissement de la surface de la langue. C'est un peu le même principe quand on sort de la douche ou quand on est mouillé et qu'on a froid. Comme la langue du chien est très innervée, donc remplie de beaucoup de vaisseaux sanguins, ça va permettre de refroidir ce sang et donc de refroidir par cet intermédiaire l'ensemble de l'organisme. Mais du coup, si la langue du chien n'est pas suffisamment humide parce qu'il n'a pas à boire, le corps ne sera pas capable de se thermoréguler correctement et donc le chien en souffrira. Tiens, bas du front, t'as une idée, toi, de quelle quantité un chien devrait boire par jour? Si un humain de 80 kilos doit boire 2 litres par jour, un chien de 40 kilos doit boire 1 litre. Voilà. Pas du tout. Les chiens ont proportionnellement besoin de plus d'eau que nous puisqu'ils en consomment davantage. Généralement, on part du principe qu'un chien a besoin entre 60 et 75 millilitres d'eau par kilo. Ce qui fait qu'un berger allemand de 40 kilos va avoir besoin approximativement de 2 litres et demi d'eau par jour. Eau de boisson ou eau contenue dans son alimentation. Donc forcément, cette quantité va dépendre de la chaleur extérieure, de son niveau d'activité, mais également de la nourriture qu'il mange. S'il consomme de la nourriture sèche, il aura besoin de boire plus d'eau.
Ça vaut la peine de contrôler la quantité d'eau journalière que consomme notre chien afin de déterminer s'il ne souffre pas d'une pathologie particulière. On va considérer qu'il y a lieu de s'inquiéter en dessous de 40 millilitres par kilo ou au-dessus de 100 millilitres par kilo. En principe, le chien doit ingérer l'eau en petites quantités régulières. Si tu le prives et que du coup il compense ce déficit hydrique en buvant beaucoup en une fois, tu risques de créer des problèmes, comme par exemple des vomissements ou même carrément jusqu'au retournement d'estomac parce qu'il sera trop rempli. Oui, bah mon chien, moi, je lui retire la gamelle le soir et quand je le remets au matin, il va pas boire tout de suite. Effectivement, ça peut arriver. C'est le même mécanisme chez les humains qui ne boivent pas suffisamment d'eau en fait. Le cerveau va s'habituer à cette restriction et du coup il va diminuer la sensation de soif. Pour autant, l'impact physique du manque d'eau sera toujours présent. Du coup, ce seront par exemple des personnes qui vont être plus fatiguées ou qui vont avoir mal à la tête en fin de journée sans comprendre pourquoi. Bah s'il a pas soif et qu'il boit pas, je vois pas le problème, hein. Mais s'il ne boit pas en quantité suffisante, ses urines ne seront pas suffisamment diluées et elles seront donc trop concentrées en sels minéraux, ce qui favorise le développement de calculs rénaux. En plus, l'effort que les reins devront fournir pour filtrer le sang sera forcément plus important. Du coup, ça aura un impact sur leur bon fonctionnement à long terme, ce qui pourrait même conduire à de l'insuffisance rénale. En outre, on a pu démontrer que l'activation prolongée et répétée de l'hormone antidiurétique dans le but de conserver les réserves d'eau du corps mettait en activation également la production de l'hormone du stress, le cortisol. Or, on sait depuis déjà quelques années que le cortisol a un impact délétère sur la santé de l'individu, mais également sur son comportement. Eh ben peut-être, mais en attendant, ça a pris la propreté à tous mes chiots, hein. Je sais bien que ça marche. Oui, mais tu sais, du front, un chiot, c'est exactement comme un bébé humain. Il n'est physiologiquement pas prêt à être propre. Ses sphincters sont immatures et du coup, il ne se rend même pas compte qu'il doit uriner. C'est pas en le privant d'eau que tu vas régler le problème. La seule chose que tu puisses faire, c'est attendre. En plus, le besoin d'eau des chiots est encore plus important que celui des adultes, environ 2 fois plus jusqu'à l'âge de 5 à 6 mois, parce qu'ils ont besoin de l'eau pour maintenir le bon fonctionnement de leur corps, comme les adultes, mais ils ont aussi besoin d'eau pour grandir. Donc en fait, c'est encore pire de priver un chiot d'eau. Oui, bah t'es marrant, toi. Et si ces sphincters sont pas matures, comment qu'on fait alors? Eh bien, c'est très simple. On propose à notre chiot le plus souvent possible de sortir pour faire ses besoins. Quand il a bu, quand il a mangé, quand il vient de se réveiller, quand il vient de jouer, et aussi souvent que possible dans l'intervalle. À chaque fois que notre chiot fait pipi au bon endroit, on le récompense directement. Et à chaque fois qu'il se trompe, on souffle un bon coup, on se rappelle que ce n'est qu'un bébé, on ne dit rien, on ne râle pas, et on ramasse. Et ça n'a aucune importance de ramasser en sa présence ou en son absence. Et comment t'expliques qu'un chien adulte est pas propre alors? Ah ça, la malpropreté chez le chien adulte est généralement le symptôme d'un problème plus grave. Soit un problème physique, et je te conseille fortement d'aller chez ton vétérinaire, soit un problème comportemental, et là je te conseille fortement d'aller voir un comportementaliste canin à jour dans ses connaissances. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que, par la force des choses, t'as empêché ton chien d'être malpropre que tu as réglé le problème. Tu l'as même probablement amplifié. La plupart des troubles du comportement chez les chiens sont liés au stress. Du coup, en limitant l'accès à l'eau de ton chien, tu as créé un stress supplémentaire et donc tu as rajouté une couche à son problème. De toute façon, toi, t'es rien que bisounours. Bon, du coup, je suppose que cet argument choc était le dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne faites pas comme Dominique Badufront. Écoutez vos chiens, respectez-les, et moi je vous dis, tentez les bisounours!